Buongiorno, chi non è stato mai tentato di scaricare gratuitamente da internet un CD o un film? I siti che permettono di condividere un'opera audiovisiva o musicale si moltiplicano a un ritmo esponenziale. Allora, in questo mondo di agganci virtuali dove tutto sembra a portata di mano, come rispettare i vecchi e pur sacrosanti diritti d'autore? E poi lo scaricamento di un'opera da internet è solo una perdita o anche una pubblicità globale per giunta gratuita? Ne parliamo con i nostri ospiti, ma prima Andreas Dittel è andato a incontrare alcuni autori, un fotografo in Inghilterra che grazie a internet ha ampliato il suo portafoglio clienti e un disegnatore di fumetti nella patria dei fumetti. Andiamo a vedere. Brussels, the capital of Europe, is known to many. Brussels, the capital of comic strips, perhaps a little less. The city inspires François Skelton and Benoît Peters, and it is here that they have set up the workshop where they create their own highly artistic brand of comic strips. The mix of literature, visual arts and architecture with a generous Belgian dash of surrealism appeals. And the duo's works have been translated into most European and a number of non-European languages. This is much to Benoît Peters' liking, but like many an artist, he wonders if he could sell his works even better if they weren't also readily available on the internet, on file-sharing networks like BitTorrent. Je crois qu'il y a une confusion dans l'esprit de beaucoup de gens, et notamment chez les jeunes, entre le droit des majors, où ils disent, voilà, c'est les grandes sociétés, en fait, qui parlent de droits d'auteur, etc. Et puis d'un autre côté, les artistes qui se débrouilleront toujours. Non, 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 c'est pas ça. Il y a chez certains une façon d'abuser de l'idée de droit d'auteur pour protéger des intérêts qui sont des intérêts capitalistiques, mais il y a par ailleurs des créateurs qui ont absolument besoin que leur création soit rémunérée. Et c'est un droit simple. Et la technologie n'y change rien. But what can an artist do about it? Those who downloaded his works from the web are very often the same who also buy them in a shop. And Benoît Peters doesn't think it's a good idea to go after them with the police. Je suis contre les solutions répressives. Je pense que l'artiste n'est pas là pour des lois comme celle qu'il y a eu en France avec Adopi, où théoriquement on pourrait poursuivre toute utilisation, couper l'accès au réseau, etc. Je ne suis pas du tout favorable à ça et je pense que peu d'artistes y sont favorables. What's lacking is, in his opinion, a legal framework for what is common practice on the web. File sharing between individuals, most of them quite young, who don't seek a material profit but want to access works of culture freely. Je suis d'abord pour le développement d'une offre légale, donc une large offre légale payante, payable à un prix raisonnable, plutôt en paiement à l'acte que par abonnement, et puis probablement aussi pour tout ce qui ne peut pas relever de cette logique-là, je suis favorable à des paiements sur les circuits, sur la circulation des œuvres, sur les flux, donc notamment sur ceux qui seront les grands opérateurs de ce réseau. Change of scenery. We are in Leicestershire, in the English Midlands. This tiny village is home to Jonathan Worth, a photographer who has become known not only for his hypnotic portraits of celebrities ranging from actor Jude Law to astronaut John Glenn, but increasingly also for the ingenious way in which he uses the internet to build his reputation. Today we're witnessing what may at first glance seem like a photographer despairing of his profession. Worth is about to destroy more than half of 111 limited and signed prints of a photo that he took of writer and web legend Cory Doctorow while he was writing his latest novel, and a signed manuscript page to go with each of them. The destruction was part of the plan, however. Worth made good profit on the pictures and manuscript pages he did sell on the web, and the collectors who bought them can be assured that their value will go up following the shredding of the leftovers. My pictures I can live with destroying. But every time I see this, I know that there is someone that would, that would love a Cory Doctorow signature on an original manuscript. And well, they had the occasion. They did, and the only way to maintain its value is to destroy it, unfortunately. Worth and Doctorow not only used blogs and the social networking site Twitter to reach out to their following, they even posted the photos and the novel for free download.
They put both under a so-called Creative Commons license, which says that users can pass the works on so long as they state who the original author was, don't modify them, and don't use them for commercial purposes. It's sort of new media photoeconomics. This would be sort of one way of putting it, I guess. A lot of what Worth does may sound counterintuitive first, but he's convinced that this is the way most photographers will have to work in a not too far away future. Alors, pour parler de la propriété sur Internet, j'ai ici avec moi aujourd'hui Cécile Desprangre, bonjour, Bonjour. de la Société des auteurs audiovisuels, Christian Engström du groupe De Verre, hi, et Samuel Legrand, notre expert informatique qui va essayer de nous aider à comprendre le fabuleux monde du web. Bonjour. Bonjour. Alors, rentrons tout de suite dans le monde fascinant du web où les distances se raccourcissent et tout semble possible. Christian Engström, je commencerai par vous. Vous avez été élu par avec les partis des pirates en Suède. Ça semblait ici une provocation, mais finalement vous avez eu 7% de votes. Alors, quel est le slogan, le manifeste de votre parti? The Pirate Party is about protecting the fundamental rights on the internet and to reform copyright and intellectual property so that we can take advantage of this fantastic new thing that the internet is. Est-ce que droits fondamentaux, Cécile, ça veut dire ne plus avoir de règles, la jungle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces principes, même si expliqués de manière très synthétique, du Parti pirate? Tout dépend de ce dont on parle avec droits fondamentaux. Les auteurs considèrent que le droit d'auteur est un droit fondamental, c'est un droit de l'homme reconnu par la charte, par la Déclaration internationale des droits de l'homme. Donc c'est un droit fondamental au même titre et tous ces droits fondamentaux doivent coexister sur Internet et la propriété intellectuelle être respectée. Samuel, peut-être faisons un pas en arrière et parlons des techniques. Qu'est-ce qu'on peut télécharger aujourd'hui du web? Alors c'est très simple, on peut tout télécharger. Il n'y a pas réellement de limite, que ce soit de la musique, que ce soit des films, des séries ou même des livres qui ont été ensuite numérisés. Tout ça peut être très facilement téléchargé. Mais donc ça veut dire que je peux aller voir un film sur mon ordinateur? Oui, c'est ça. Si le film a été mis en ligne par une personne, que ce soit quelqu'un qui a acheté le DVD, que ce soit quelqu'un qui était avec une caméra dans un cinéma ou quoi que ce soit d'autre, que ça vienne même du studio de production même, il y a la possibilité de télécharger cette vidéo et de la voir et de la redistribuer même éventuellement par la suite. Et c'est légal tout ça? Non, c'est pas légal. D'accord. Bon. Cécile Desprangre, en même temps, on voit que les chiffres donc, de rentrée dans les salles en 2009 ont augmenté, la vente de la musique online a augmenté. Donc, est-ce que toute vente sur Internet, pour vous, c'est une vente perdue? Non, les statistiques sur les effets de la piraterie sur le commerce légal ne disent pas qu'une vente, un téléchargement égale une vente perdue. On est actuellement sur les études les plus récentes sur 1 pour 10. Donc un taux de substitution de 1 pour 10. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer les effets que le téléchargement illégal peut avoir sur les différentes sources de financement de la création et sur la capacité pour l'Europe et les créateurs européens de continuer à créer demain. Christian Engström, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des risques pour le financement de films? The number 1 in 10 is a made-up number as well. We see this all the time. Industry is making up numbers all the time. But it really doesn't matter, because we do have the internet. It's an absolutely fantastic technology that gives everybody that has an internet connection access to the entire world's culture just one mouse click away. That's something great, something fantastic, and something we should be happy about. But the old industries, they want to stick to their old models where people had to go to a shop and buy a plastic disc, or they are beginning to think about transforming that into, you should go into a site, pay about the same amount, and then download it. That's not going to happen. I mean, kids today are used to having an MP3 player filled with music that will cost tens of thousands of euros. No kid has that money available. So you've got these figures, you're living in a fantasy world, and that would be fine. I mean, that would be your problem, unless it was the fact that you're trying to destroy the internet, and in particular, you're trying to destroy the right to privacy on the internet. In order to try and uphold your very old business models,
you want to spy on everything that everybody's doing on the net, and that's simply not acceptable. We see laws like the Hadopi law in France where you want to shut people off the internet. I mean, come on, this is the 21st century. Je crois que les créateurs considèrent Internet comme une opportunité. Il a dit que vous êtes en train de détruire Internet. C'est grave, hein? Je ne pense pas que quiconque puisse détruire Internet aujourd'hui. C'est un mode de communication qui est formidable et les créateurs sont les premiers à avoir d'énormes opportunités dans plusieurs pays. Des systèmes d'avertissement et de prévention sont discutés. Comme la loi Hadopi qui envoie des messages d'avertissement et qui fait des rappels à la loi, tout simplement. Samuel, encore un peu de technique, explique-nous. Alors, la loi Hadopi, c'est des avertissements et puis éventuellement la cessation de la connexion Internet. Est-ce que ça va marcher? C'est ça. Alors d'abord, la Hadopi, c'est quoi? C'est simplement une autorité qui est mise en place, qui permet à cette autorité de contrôler la navigation sur Internet. À nouveau, il y a des moyens de contourner ça. Donc ce sera principalement des gens qui sont mal informés. Donc ce ne sera pas les grands distributeurs qui seront pris là-dedans. Donc même une fois que notre adolescent qui a rempli son lecteur MP3 va télécharger illégalement sa musique via n'importe quel site, il y a des centaines de milliers de sites qui permettent de faire ça, il va avoir des lettres qui vont être envoyées. Si je ne me trompe pas, c'est 3 lettres qui vont être envoyées au fur et à mesure, et jusqu'à la fin, ce sera simplement une coupure pure et simple de la connexion Internet. Sur décision judiciaire. Est-ce que ça va suffire à lui faire changer de culture et de mentalité? C'est ça ma question. Oui, je pense que des avertissements et une menace de passage devant le juge peut faire changer d'attitude dans le respect des droits et des libertés individuelles, bien sûr. La loi française va fonctionner? No, it can't. I mean, the music industry, music and film industries have been using exactly this tactic for at least 10 years. Let's say that we have 10 years of experience of massive file sharing. And we see, first of all, the information campaigns don't reduce file sharing at all. The threats don't reduce file sharing at all. On the contrary, we have seen an exponential growth in file sharing during these 10 years. And we also see that people in the creative sector are making as much money or more money now than they were 10 years ago. The record companies are losing money, yes, but the musicians and the artists, the people making the music, they're making more money because people who like music are spending as much money on music now as they did. Juste un moment, on va arriver aux solutions bientôt. Je voulais juste demander encore à Samuel que vous nous expliquiez en fait si c'est techniquement possible. On voit beaucoup les photos de Pirate Bay, ces sites qui explosent en Suède. Est-ce qu'on peut fermer ces sites? Pirate Bay n'est qu'un site parmi tant d'autres. C'est un qui est politiquement très actif. Mais contrairement à ce qui se passait dans les années 90, où il y avait des serveurs tels que Napster ou Gnutella ou tant d'autres, qui étaient donc stockés dans un serveur énorme qui contrôlait toutes les données. Celui-là, effectivement, vous pouvez le fermer. C'était donc un serveur qui envoyait des données à un client. Donc l'adolescent qui demande au serveur Napster de sa musique et le serveur Napster lui dit oui, la voici. Maintenant, c'est plus le cas. Les protocoles de file sharing ont totalement évolué. C'est-à-dire que chaque personne qui télécharge ces données devient à son tour un serveur et donc peut envoyer ces données à n'importe qui d'autre. Il n'y a plus de gros boutons rouges disant stop file sharing. Admettons qu'on arrive à fermer Pirate Bay, qu'est-ce qui va se passer? Il va naître un autre? Voilà, donc soit il y aura un clone, bien que Pirate Bay soit assez spécial vu que leurs fondateurs sont spécialement vigoureux, ils vont simplement s'ouvrir un nouveau site exactement même 3 jours plus tard dans un autre pays. Merci Samuel Legrand. Problème. Et passons alors aux propositions concrètes. Face au développement si rapide du réseau Internet qui permet à tous les auteurs, même les petits, de se faire connaître à l'échelle globale, comment garantir pour autant une juste rétribution des droits d'auteur? Est-ce qu'il y a des propositions que vous avez mises sur la table pour récompenser ou dédommager à la source les auteurs et lesquels, si vous pouvez nous expliquer? Alors tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Samuel, c'est-à-dire que le fait que les infractions aux droits d'auteur soient décentralisées ne signifie pas qu'on ne peut rien faire. Nous croyons beaucoup aux campagnes de sensibilisation du grand public à la valeur du droit d'auteur et au respect des auteurs, parce que je pense que, comme on l'a dit, effectivement, il y a toute une génération qui ne sait pas très bien le mal qu'elle peut faire aux créateurs.
Et si les choses étaient un petit peu rétablies, je pense que ça pourrait faire baisser cela. Le système français, la loi Hadopi, n'a jamais été mise en œuvre dans aucun pays. Donc on ne peut pas dire que ça n'a jamais marché. On ne sait pas, ça va être la première fois et ça n'est pas encore mis en œuvre. Donc voyons un petit peu ce que ça donne. Mais il est très important de faire baisser le niveau de la piraterie pour que l'offre légale puisse se développer. Les créateurs croient beaucoup en Internet comme un mode de diffusion de leurs œuvres, mais veulent avoir le choix de cette mise à disposition. Ça n'est pas à n'importe qui de décider de mettre l'œuvre de quelqu'un d'autre à disposition sur Internet. Ça doit rester le choix des créateurs. Et dans ce contexte, les offres légales, la vidéo à la demande, si on veut qu'elle ait une chance de se développer sur un modèle économique viable, il faut que la piraterie baisse et que les consommateurs soient persuadés ou aient envie d'aller vers ces offres légales. Christian Engström, quelle est votre opinion? How industry finances its investments, I mean, that's their problem. I mean, their businesses, their businessmen, that's their problem. What we can see is that people who are interested in movies are spending as much money on films in various forms. I mean, 2009 was Hollywood's best year ever, and Hollywood is the one complaining the most. Si on veut que la vidéo à la demande se développe sur Internet, on ne peut pas la mettre en concurrence totalement déloyale avec le peer-to-peer où le film est gratuit. Dans ces cas-là, on n'arrivera jamais à faire d'Internet un vrai mode de diffusion des œuvres. This is getting incredibly boring. It's like listening to a broken record. In the 70s, you said that home taping is killing music. In the 80s, you said that the video recorder is like the Boston Strangler to a woman home alone. You, the industry, you've been opposed to every single technological advancement since the self-playing piano. Every time you said that this is going to kill culture, all artists are going to starve, etc. And what we've seen during the last 100 years is the exact opposite. More culture being produced, people spending more money on culture, more people being able to live from producing culture. So it's time that you stop complaining and start living in the world as it is and figure out for yourself how to make money. Je crois que c'est M. Engström qui est bloqué sur des visions de la culture européenne qui est une vision extrêmement passéiste. Les créateurs sont vraiment fatigués de ce genre de discours très idéologique et démagogique. On a vu ça au moment des élections européennes en 2009. Par le passé, la création européenne faisait l'objet d'un consensus entre la droite et la gauche. Et aujourd'hui, le droit d'auteur est devenu un enjeu politique à des fins purement électoralistes. Donc c'est vraiment dommage. Effectivement, il y a plus d'internautes que de créateurs au moment du vote dans les urnes. Donc je crois que ça a une influence beaucoup trop importante aujourd'hui sur le débat politique concret du respect du droit d'auteur. Les créateurs veulent rester maîtres de leur création et continuer à créer. Et on ne peut pas accuser les créateurs d'aujourd'hui de tous les maux de la Terre, notamment aux États-Unis. Il y a une spécificité européenne que M. Engström ne prend pas en compte. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Ed è tutto per questa settimana. Arrivederci.